Radio Cyrnéa. Radio Cyrnéa vous dit bonjour, bonsoir. Je suis avec notre ami frère Thierry. Et frère Thierry, vous allez nous présenter notre invitée, Lara Parenin. Donc, est une Arménienne, et on va parler de l'Arménie moderne. Alors, il faut rappeler quand même que l'Arménie a un long passé. C'est un peuple fier, si on connaît un petit peu la mythologie arménienne. Un peuple qui n'a peur de rien. Elle a gardé sa langue et sa religion, ce qui est énorme. C'est le premier royaume chrétien. Faut pas l'oublier. Il y a même eu des membres, disons, de l'aristocratie française qui ont régné sur votre pays, entre autres les Lusignans, famille d'origine angevine, mais qui s'étaient implantés à Venise. Donc il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, votre pays avait des contacts très étroits avec l'Italie, et tout la mer Adriatique, ça n'a rien à voir avec l'Arménie d'aujourd'hui. Bonjour, oui, je vous remercie pour l'invitation. Tout à fait, c'est un peuple qui a pu traverser les peuples avec sa langue, grâce à une écriture unique et surtout sa ferveur en tant que chrétien, que les Arméniens se considèrent les premiers chrétiens en tant qu'État. Oui, une histoire riche, une histoire dramatique par moments, mais qui a permis aux Arméniens de trouver une place dans le monde actuel, le monde moderne. Mmh. Oui. Et on est aujourd'hui à la veille des célébrations du 24 avril, donc je vous remercie d'autant plus parce que demain on va commémorer l'anniversaire du génocide de 1915. Il y a eu plus d'1,5 million d'Arméniens tués parce qu'ils étaient arméniens, tués aussi parce qu'ils ne souhaitaient pas se convertir. On leur offrait cette possibilité devant la mort, et s'ils sont morts, c'est qu'ils sont restés chrétiens jusqu'au bout. Donc je vous remercie pour cette invitation la veille du 24 Ça a été quelque chose de terrible, bien sûr. Vous savez, je suis née soviétique, donc moi j'ai connu une enfance soviétique, et je ne connaissais pas trop l'histoire du peuple arménien, de mère russe, de père arménien mais russophone. J'étais surprise parce que, étant enfant, même quand j'entendais la langue turque, j'avais un frisson assez étrange, alors que je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, parce que c'était pas dans la culture soviétique. C'était pas dans la culture de cette notion, même si voilà, le respect des commémorations, le 24 avril a toujours été un jour de deuil en Arménie, même à l'époque soviétique. Et curieusement, en fait, je pense au niveau même génétique, la transmission se faisait de ce traumatisme sans même connaître encore l'histoire. On parle d'atavisme. Il y a eu des enfants arméniens qui ont été sauvés par quelques familles turques. Et ça fait des chrétiens cachés aujourd'hui, des gens qui voudraient redevenir chrétiens. Je parle en Turquie, hein. Mais l'Église est assez méfiante. Donc, ils s'occupent de restaurer des monuments, ils essayent de se réapproprier un passé dont ils ont été privés. Ouais. Comme tous les drames, il y a toujours des histoires un peu miraculeuses, mais qui, en fait, n'enlèvent rien. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est sûr. Donc vous avez vécu dans l'Arménie soviétique, essayez de la présenter, ouais. Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Que la langue, la culture arménienne a été préservée, entre autres, grâce à l'Église, à travers les siècles. Tout à fait. Grâce à l'Église, parce que qu'est-ce qui préserve une langue, qu'est-ce qui permet sa transmission, c'est l'écriture. Et l'écriture, l'alphabet a été créé par un prêtre arménien, Mesrop Mashtot, qui a permis aux Arméniens d'avoir un alphabet unique.
Et donc l'alphabet se traduisait, enfin l'existence de l'alphabet a permis les écritures saintes, et la transmission de la langue, c'est l'identité même d'un peuple. Donc oui, les Arméniens sont vraiment chrétiens. Quelles sont les images que vous avez gardées de l'Arménie soviétique? Beaucoup de soleil, un pays une petite république qui n'a pas trop connu de pénurie parce qu'encore une fois, les Arméniens savaient très bien travailler la terre, même une terre cailleuse comme un rocher. Le soleil permettait justement de cultiver. Et donc j'ai connu mon enfance, c'est beaucoup d'images de soleil. Des fruits très variés, une nourriture extrêmement riche et qui faisait ravir tous nos voisins des républiques de l'ex-URSS, et un pays qui était une république où il était très agréable à vivre. Et quelle était l'imprégnation du régime sur la population? Disons qu'on avait tous... moi j'ai grandi à l'époque où mes parents, qui n'étaient pas communistes, ni mon père ni ma mère, c'est d'ailleurs ce qui ne leur a pas permis de faire de grandes carrières et d'avancer en carrière rapide, mais qui ont toujours préservé en nous une notion de libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a grandi avec une vaccination contre la propagande, donc on savait très bien se taire, mais ne pas laisser notre cerveau être complètement ravagé par ce qu'on entendait à l'école lors des manifestations autour de intégration de pionniers, de Komsomol et autres. J'avais ce petit antidote qui était planté en moi par mes parents qui disaient t'écoutes, tu ne critiques pas, mais sache que ce n'est pas la vérité. Il y a autre chose à savoir. Donc ne prends pas tout cela pour de l'argent comptant, en quelque sorte. Et à cette époque-là, l'Église apparemment jouissait d'une certaine liberté. Oui, contrairement aux autres républiques, l'Arménie avait un statut singulier, justement grâce à son histoire et cet attachement qui faisait de l'Arménie une république à part. Donc le culte n'était pas totalement opprimé, parce qu'il y avait deux aspects un petit peu à la manière d'un pays comme la France. Il y avait l'Église qui était un monument à la fois religieux, mais qui était aussi culturel, qui attirait les touristes du monde entier, notamment les descendants des Arméniens qui ont quitté la Turquie par la Méditerranée, la diaspora. Et donc pour que cette manne touristique puisse affluer vers l'Arménie, il fallait préserver les lieux de culte. Donc le Garni, Gerhat, Aïchmiadzin, tous ces endroits, les lieux de culte étaient préservés. Il n'y a pas eu de destruction comme en Roumanie, par exemple? Non, il n'y a pas eu de destruction massive. Il y a eu des laissés à l'abandon, mais pas tant de destruction. On a souffert en tout début de l'URSS par le rattachement de Nakhichevan et de Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, mais qui restait dans le même périmètre d'État soviétique. Est-ce qui causera des problèmes à la chute du communisme? Et qui cause, en fait, qui était même à la source des contestations par l'Arménie, c'était la demande de rattachement de Haut-Karabakh et de Nakhichevan à l'Arménie. Sachant que Nakhichevan aujourd'hui est un territoire qui est complètement purgé des Arméniens, c'est quelque chose qui était tout de suite réalisé dès l'attachement à l'Azerbaïdjan. Mais il faut regarder la structure parce que, en fait, il y a une partie des terres qui est à l'intérieur de l'Arménie et qui n'a aucune attache avec l'Azerbaïdjan, c'est Nakhichevan. Et ce territoire, il est perdu parce qu'il n'y a plus d'Arméniens, il y a plus de tout ce qui touche à l'histoire arménienne a été détruit petit à petit, pas maintenu ou alors détruit volontairement. Et il y a un Haut-Karabakh qui est à l'intérieur d'Azerbaïdjan, qui n'a pas de frontière commune avec l'Arménien, il y a un corridor.
et qui est un territoire où les Arméniens sont restés. Ils ont continué à travailler parce que le danger n'était pas imminent qu'ils demandent un jour le retour à l'Arménie. Donc voilà, la situation particulière et les contestations étaient liées surtout au tout début au rattachement familial, c'est-à-dire que presque chaque Arménien avait de la famille en Karabakh et qui souhaitait préserver et rattacher cette terre à l'Arménie actuelle. Comment ça s'est passé la chute du communisme ? La chute du communisme s'est passée par... moi j'étais enfant, donc j'ai grandi déjà dans un milieu qui contestait sourdement, mais très vite, Glasnost a permis de parler et de commencer à dire ce qu'on pensait. Donc la période de Perestroïka qui était une démagogie complète de dire on va reconstruire, ça veut dire reconstruction, on va reconstruire quelque chose qui est pourri à la racine, Glasnost a permis de dire que c'était pas très envisageable. Donc voilà, il y avait quelques éléments qui permettaient dès le départ mettre en cause le grand programme de Gorbatchev Et quand l'Arménie est devenue indépendante, quels ont été après les rapports avec la Russie ? Alors, quand l'Arménie est devenue indépendante, il faut savoir que c'est arrivé avec le comité en Haut-Karabakh, c'est-à-dire c'était le noyau dur de la contestation arménienne qui était le rattachement dans Haut-Karabakh à l'Arménie, et donc déconstitué un comité, et ce comité a pris le pouvoir à l'Arménie indépendante avec le premier président qui était justement patron de ce comité, Ter-Petrosyan. Et les premiers rapports, c'était pas avec... en fait, faut juste comprendre que la Russie était identifiée à ce moment-là comme l'URSS. On n'avait pas de notion que c'est la Russie, la grande fédération russe d'aujourd'hui. C'est pas comparable. C'était en fait les débris de l'URSS. C'était tout ce qu'il y avait de péjoratif en URSS était représenté par cette présence et ce rattachement à la Russie. Donc la Russie était rejetée. Complètement rejetée. Elle était rejetée au point où parler russe dans les rues était devenu dangereux. On pouvait se prendre vraiment... oui, il y a eu des situations où les gens se sont fait attaquer parce que... Mais c'est la période la plus sombre. Il faut savoir qu'à chaque fois quand il y a une chute de quelque chose, c'est ce qu'il y a de pire. C'était un peu la même chose en Russie à la période Helsinki. Exactement, mais donc la Russie était elle-même très repliée sur elle-même. On n'avait pas besoin d'autres problèmes et ne s'occupait pas des petits frères, des petites républiques qui partaient en indépendance à les pays baltes, l'Arménie, la Géorgie. Enfin, c'était le dernier de ses soucis. Elle en avait tellement à l'intérieur que ça en préoccupait pas. Mais l'Arménie était aussi... Mais elle avait sombré dans sa guerre avec l'Azerbaïdjan, qui était presque une guerre, l'équivalent d'une guerre civile, parce que l'ennemi est quasiment à l'intérieur des deux côtés. Donc il y avait des pogroms à Erevan sur des familles mixtes azéries et arméniennes, ce qui était assez courant. Il y en avait beaucoup plus en Azerbaïdjan, parce qu'il y avait des Arméniens qui étaient installés à Bakou et il y a eu un sombre jour à Sumgait où 21 personnes ont été tuées en 24 heures parce qu'ils étaient arméniens. Et ça s'est passé à la fin du XXe siècle. Donc tout cela ne contribuait pas à un dialogue avec la Russie, parce que la Russie à ce moment-là, c'était l'URSS, mais sans puissance, sans force de frappe. Donc on s'est retrouvés tout seul et on a pu... En fait, on me dit que le peuple arménien est fier et un peu naïf par moments. Mais je le dis avec amour. Je le dis avec amour et comment dire, un peu de. C'est un peuple qui a cru qu'il pouvait faire face à sa situation géographique parce qu'il avait une diaspora.
Sauf que la diaspora, elle est à l'extérieur et le peuple a besoin de force à l'intérieur. Donc on s'est retrouvé bloqué, on s'est retrouvé en blocus géographique, économique. Les seules voies qui étaient ouvertes étaient des voies aériennes. Tout le reste, tout ce qui était terrestre était fermé. Donc on a connu le pire. Et surtout, il y a eu aussi un autre traumatisme qu'il ne faut pas oublier, c'est le tremblement de terre de 88. Voilà, 7 décembre 88. Pratiquement un tiers du pays est détruit. Et on était à l'époque encore du RSS, mais sans la puissance. Dans la période de contestation, les contestations avaient vu le tout début, c'était février 88. Tout ça s'est amplifié pendant le printemps. Ça reprenait en automne, et puis l'hiver commence par ce tremblement de terre qui a changé complètement la vision des choses et qui a aggravé le tout. Et à ce moment-là, plutôt que de se poser des questions réellement sur la survie économique, comment on allait s'en sortir, on n'a pas trouvé mieux que de fermer la seule centrale nucléaire qui existait, qui fournissait l'énergie, sous prétexte que c'était en zone sismique. Donc la seule source d'énergie a été fermée. Et on a cherché pratiquement, à ce moment-là, on était dans une autodestruction, quasiment. Parce qu'on s'est retrouvé sans aucune source d'énergie, espérant que le gaz qui transite par la Géorgie arrive jusqu'à l'Arménie pour fournir les centrales thermiques. Sauf que la Géorgie aussi était sabotée. Donc régulièrement, moi j'ai connu un sombre hiver de 93 où en décembre, enfin jusqu'au mois de décembre, on avait des coupures d'électricité. Ensuite, en automne, on a eu des périodes où c'était 2 heures d'électricité par jour. C'était plus des coupures, c'était des coupures en quelque sorte. Voilà. Et à partir de décembre, plus de lumière du tout. Mais plus de lumière au point, il faut plus d'électricité du tout. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de rien. La vie s'arrête. Et il faut savoir qu'en Arménie, le climat est il est aigu continental. L'hiver est très froid, l'été est très chaud. Et il n'y a pas de demi-saison. Donc en hiver, à moins 20, ne pas avoir d'électricité. Comment se sont soldés les conflits de territoire Ce sont des situations gelées aujourd'hui, grâce à l'intervention russe. Le conflit de territoire, donc en Haut-Karabakh, a un statut assez spécial. Donc c'est autoproclamé indépendant, n'est pas reconnu par la communauté. C'est un peu le même statut que la Transnistrie. Oui, un peu plus à cran, parce que l'équilibre entre deux se joue par la Russie. Aujourd'hui, la Russie ne peut pas ne pas vendre des armes à l'Azerbaïdjan, parce que si l'Azerbaïdjan a des moyens, mais en contrepartie, elle offre la protection militaire à l'Arménie pour contrebalancer cela. Ça semble être très bizarre, mais c'est la seule chose qui maintient Et qu'est-ce qui explique l'équilibre dans la région. L'intervention de la Russie, c'est une solidarité de chrétiens ou pour des raisons plus géopolitiques? Alors, mais cette raison, la solidarité chrétienne, c'est la raison géopolitique. Les deux sont très liés, parce que pour la Russie, l'Arménie n'a aucun intérêt économique, de ressources, d'enjeux, aucun. C'est un petit frère qu'elle a toujours protégé et qui était une sorte de catalyseur dans la région, qui était une source de changement de température dans la région. Bien que votre église ne soit pas en communion avec l'église russe. Absolument pas, oui. Et pourtant, il y a une fraternité, c'est vraiment le grand frère qui protège et qui n'a... Mais c'est un peu l'attitude qu'ont les Russes, même au Moyen-Orient, c'est protéger les chrétiens et pas forcément protéger l'église russe.
Oui, alors qu'au Moyen-Orient, ils ont quand même des intérêts économiques aussi. Les deux sont liés. Ils protègent d'abord les intérêts économiques et des partenariats économiques. Et dans la foulée, ils protègent la communauté chrétienne. Au sens large. Oh, oui. Alors que autrefois, c'était plutôt, ils protégeaient les orthodoxes. Oui, mais je crois que la vision russe de géopolitique, elle a justement cette force-là de dépasser le petit clivage qui est lié au moment, à la période, qui va vraiment au-delà. La vision russe, elle ne peut pas se calculer sur un quinquennat, sur 10 ans, 20 ans, c'est beaucoup plus global. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec la Turquie? Alors, c'est très complexe, mais ça n'engage que moi. Je me permets de le dire. Pour moi, il y a une chose qui est aujourd'hui une fêlure, une blessure, c'est la non-reconnaissance de faits historiques. Alors, il y a des jeunes historiens turcs qui s'éloignent de la vision officielle en Turquie. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. C'est un peu comme les justes. Ouais. Ça s'est développé aujourd'hui. Aujourd'hui, simplement l'Internet permet de plus le savoir, mais il y en a toujours eu. Même à l'époque, même du génocide, il y avait des Turcs qui dénonçaient, mais si je peux distinguer le peuple de l'État, c'est aussi un moyen de le faire. Ça restera toujours les voisins. Pour les Arméniens, quoi qu'on fasse, vous savez, on peut choisir de s'éloigner de sa famille. Son voisin, on l'a pour toujours. On doit le supporter. Ouais, on doit le supporter. Vivre avec. Et moi, je reste sur l'idée que la Turquie doit se moderniser, doit moi, je me souviens d'une période en Arménie, alors que ça faisait bondir en Occident toute la diaspora, où on souhaitait même que la Turquie adhère à la communauté européenne, espérant que par ce biais-là, on allait avoir une frontière avec la communauté européenne et que ça allait être une fenêtre vers l'Europe. C'est dire à quel point c'était un danger mortel pour l'Europe. Hein. Parce que les Turcs ont donné la nationalité turque à tous les turcophones, entre autres, par exemple, de la Fédération de Russie. Mais c'est bien la différence entre la vision de l'Europe et la vision de sur place. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui serait un salut pour ce petit pays qui est totalement enclavé, qui est serré par des puissances hostiles et dangereuses à tout moment. C'est-à-dire il y a une veille permanente sur ce qui se passe parce que il n'y a aucune frontière stable. Il n'y en a aucune avec la Russie. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que tous les pays qui entourent l'Arménie ont des situations d'instabilité qui peuvent à tout moment basculer et balayer ce pays. Donc, quand je vous dis à l'intérieur de l'Arménie, il y avait des voix qui s'élevaient en faveur de l'adhésion de la Turquie à la communauté européenne pour justement s'assurer une frontière plus sereine avec un État de membres de la communauté européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est le contraste. C'est-à-dire que la diaspora, nous, à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui je suis à l'extérieur et à l'intérieur, je suis toujours de nationalité arménienne par ailleurs, tout en étant française, je suis binationale, j'ai gardé ma nationalité arménienne. On n'a pas la même vision de l'intérieur et de l'extérieur. Et la chose la plus importante pour moi en tout cas, en tant qu'arménienne, c'est la reconnaissance par la Turquie du génocide, parce que la reconnaissance permet de mettre un point et de dire que ça ne se reproduira pas, que chaque Arménien vit avec ce traumatisme-là de non-reconnaissance comme d'un suspendu, d'un fait qui n'a pas été reconnu.
Alors qu'ici en Occident, on demande une reconnaissance, des réparations, tout un tas de choses qui sont beaucoup plus lourdes et conséquentes. Je pense que chaque Arménien en Arménie serait capable de demander simplement un pardon historique et pour s'alléger d'un poids énorme. Mais ça n'engage que moi. Je ne Non, le dis pas. Quand on regarde les massacres qui ont eu lieu opérés par les jeunes Turcs, on voit qu'il y a eu tellement de complicité. Complicité allemande, complicité de la maçonnerie internationale. On peut penser par exemple qu'il y a eu des réfugiés arméniens qui étaient au Liban, protégés normalement par les troupes françaises, et qui l'ont été d'ailleurs. Mais dans certains endroits, connivence maçonnique, les soldats ont eu l'ordre de rester l'arme au pied, ils ont laissé les massacres s'opérer par les Kurdes. Oui. Qu'on retrouve aujourd'hui. J'attendais ce moment parce que c'est souvent. D'ailleurs, aujourd'hui, les Kurdes se permettent de faire le parallèle avec les Arméniens. C'est quand même des mercenaires qui étaient tout à fait volontaires pour participer et perpétrer ces massacres. Donc, encore une fois, il y a le régime et ensuite les complicités. Ce sont des choses qui de toute manière, doivent être reconnues et acceptées, ne serait-ce que pour l'avenir de ces peuples-là, parce que tant qu'on a ce passé qu'on traîne, c'est aussi une question de karma. On pourrait dire que la Turquie a une vieille tradition. On n'a qu'à voir ce qu'ils ont pu faire en Europe centrale, en Hongrie, les janissaires et bien d'autres choses. De toute manière, oui, c'est pas les Arméniens sont pas les seuls. C'est juste que les Arméniens étaient tellement inoffensifs et tellement sans un enjeu réel, puisque c'était la population qui était sur place depuis des siècles et qui n'avait aucune espèce de revendication et de révolte. Une volonté affichée d'un nettoyage ethnique. Alors, les Arméniens, mais pas uniquement, il y a eu les Grecs, oui. Bien sûr, qui ont été massacrés, tout à fait. Et d'une manière générale, les chrétiens. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'oublier. Et on ne doit pas l'oublier. Même en cas de pardon, même en cas de reconnaissance, je pense que l'histoire nous renseigne. L'histoire est un perpétuel recommencement. Et tant qu'on ne l'oublie pas, je pense qu'on est capable de faire face, non ? C'est exact. Si on l'oublie, on n'a plus de moyens de résister, de faire face. Dans l'Arménie actuelle, quelle est la proportion de russophones ? Alors, l'Arménie actuelle, aujourd'hui, elle est très différente de celle que j'ai quittée en 97. En 97, ça commençait à se redresser grâce à l'intervention russe, parce que ce sont les Russes qui ont réparé et rétabli la centrale nucléaire, qui a permis de retrouver une autonomie énergétique. Et aujourd'hui, la Russie est considérée par les Arméniens comme effectivement une puissance amicale totalement. Beaucoup d'Arméniens travaillent en Russie et aident leurs familles en Arménie. Beaucoup de ressources partent de la Russie vers l'Arménie sous forme justement de cette subvention par les familles. Et le russe aujourd'hui est très très apprécié en Russie. Et surtout que c'est un petit pays qui peut se permettre un tourisme. Donc le développement touristique s'adresse d'abord aux Russes, parce que la diaspora arménienne vient de toute manière, mais c'est pas la diaspora arménienne qui dépense le plus ou qui fait... donc le tourisme se développe à destination justement des Russes,
en Arménie. Il y a des stations de ski, il y a des stations balnéaires autour des lacs, dans les montagnes et autres. Donc aujourd'hui, être russe en Arménie, c'est très, très agréable. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de visa entre les Arméniens et les Russes. L'échange se fait très, très facilement. On franchit la frontière sans aucune nécessité de douanière. Ils font partie de même. Et dans la région, à part la Russie, avec quel autre peuple vous sentez quelques affinités? On a beaucoup d'affinités avec les Géorgiens. C'est un peuple frère. Même si c'est pas un peuple très homogène, c'est-à-dire que la Géorgie et les populations sont pas toutes très fraternelles avec les Arméniens, même si voilà. Les trois villes étaient très liées en fait. Bakou, Yerevan, Tbilissi, à l'époque soviétique, c'était un circuit nécessaire de la Transcaucasie. C'était les villes très très agréables. Aujourd'hui, Yerevan, Tbilissi, ça reste le petit axe très sympathique. Si vous visitez la capitale de l'Arménie, il faut absolument aller visiter aussi la capitale géorgienne et vice-versa. Le folklore se maintient, se transmet. Oui, et c'est une nécessité, c'est une expression dans tout, c'est-à-dire que les Arméniens ont leur propre pain, ont leur propre produits laitiers, tout ça est oui, et le folklore, c'est déjà rien que faire ce pain-là, c'est du folklore parce que ça se fait dans les. Enfin, le folklore pour moi c'est un peu péjoratif, oui, dans le sens que l'art du peuple en quelque sorte. Il n'y a pas eu chez vous de coupure dans la transmission des traditions. Voilà, les traditions sont vivantes. Les traditions sont vivantes. Certaines se sont russifiées. D'ailleurs, la langue aussi s'est russifiée un petit peu parce que les mots de l'arménien moderne, certains sont emprunts du russe, donc forcément. Mais il y a réellement une transmission des traditions dont les Arméniens sont très fiers. Et d'ailleurs, c'est des traditions ancestrales, parfois même au-delà même de la chrétienté. Oui, au-delà même du christianisme. Du christianisme. Et quel est le rôle que joue aujourd'hui l'Église? L'Église est un arbitre. En Arménie, c'est une... Comment dire? Mais ça l'a toujours été, même à l'époque soviétique. C'est-à-dire de la notion de ne pas commettre de péché, ça existait même à l'époque soviétique. Le mal, quoi. Oui, c'est... Bien sûr. Et le lieu saint, Etchmiadzin, c'est la seconde capitale de... Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance quasi, disons, officielle? Oui, par exemple, en Russie, le patriarche va faire un voyage à l'étranger, il va faire un compte-rendu à la Douma, chose qu'on ne pourrait pas imaginer en France. L'archevêque de Paris qui va, en Terre Sainte, aller au Parlement, raconter ce qu'il a vu, ça nous paraîtrait impossible. Pourtant, il y a un ministère de l'Intérieur dont il dépend. Ah oui, parce que, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, que la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est séparation de corps, mais pas de biens. Et on le voit, par exemple, c'est illustré, entre autres par Notre-Dame de Paris, bien sûr, qui a pris feu. Il y en a vu un ministre dire « Mais Notre-Dame, non, c'est pas une cathédrale. » Qu'est-ce que c'est? Bon. Mais aucun dirigeant arménien ne se permettrait de dévier l'Église. Pourquoi? De défier l'Église, parce que c'est dire au revoir à toute la popularité. Est-ce qu'il y a, disons, un rôle presque institutionnel? Vous voyez, par exemple, en Russie, le patriarche est présent à toutes les cérémonies officielles. Qui sont en lien avec les... Il intervient presque... C'est presque le deuxième ou troisième personnage de l'État en Russie. En Arménie, plus encore. Ouais. Plus encore, oui. C'est une... c'est une autorité suprême qui dépend pas de l'homme. Donc oui, en Arménie, plus encore. Et d'ailleurs, l'époque soviétique ne l'avait pas effacé parce que
On avait Vazgen II déjà à l'époque soviétique qui était une autorité absolue pour les Arméniens. Aujourd'hui, ça reste... et c'est beaucoup plus, je pense, qu'en Russie. Parce que la Russie, elle n'est pas toute chrétienne et orthodoxe. Non, il y a plusieurs religions. Voilà. Alors que l'Arménie, c'est... Très bien, frère Thierry. On va conclure. Conclure. Peut-être. On reviendra sur l'Arménie parce que c'est tellement passionnant. Oui, que, une prochaine fois, on évoquera, disons, la culture arménienne et le folklore. Oui. Juste un petit mot sur le folklore. Je pense qu'une partie du folklore, tous les auditeurs doivent connaître parce que c'est le doudouk arménien qui est aujourd'hui souvent utilisé par Hollywood dans les grands blockbusters. Par exemple, le Gladiateur, vous l'avez dès l'entrée, vous avez la musique arménienne. C'est le plus vieux instrument de musique. C'est une petite flûte. Très difficile à jouer et qui est aujourd'hui un folklore qui n'est même pas reconnu mais qui existe effectivement au niveau mondial. Mais il faudra apporter quelques enregistrements pour qu'on écoute à nos auditeurs. Donc à très bientôt. À très bientôt. Radio Cyrnéa vous dit après avoir écouté, on peut dire notre ami, parce que les Arméniens sont des amis, Lara Parvena. Merci. Voilà, au plaisir.